La dernière fois, je suis encore arrivée en retard au travail parce que mon enfant en avait mis absolument partout. Je lui avais préparé sa petite purée de kiwis, je lui avais mis son bavoir, je lui avais bien expliqué, il faut pas faire brrr quand tu manges. Eh ben, résultat, plein d'étages de kiwis sur ma tenue, sur la sienne, dans toute la cuisine. Bref, la catastrophe. Du coup, pour que ça ne se reproduise plus jamais, aujourd'hui, on va faire le lien entre les kiwis, le dessin et les neurosciences. Pour ça, je vais vous raconter l'histoire de l'étoile de Brenda Milner. C'est une expérience qui nous donne un petit aperçu du fonctionnement du cerveau. Et en fait, c'est le genre de choses que tu piges une fois et que ça change à jamais ta façon de comprendre le monde. Bref, on est dans les années 1960 aux États-Unis. La neuropsychologue britannico-canadienne Brenda Milner a un patient qui s'appelle Henry Molaison, mais que tout le monde appelle HM, et nous on va faire pareil parce que c'est plus simple. HM a subi une intervention à cause de son épilepsie et il a perdu la mémoire. I think it was. I don't remember. Concrètement, depuis son opération, il ne peut plus créer des nouveaux souvenirs. Aucune trace des conversations récentes, des nouvelles rencontres, même pas du dernier repas pris. HM arrive à retenir des informations pour quelques minutes, mais à condition d'y prêter attention. Dès qu'il se focalise sur autre chose, l'information semble tomber dans un trou noir. Mais Brenda Milner a une idée pour vérifier s'il y a vraiment un trou noir ou s'il n'y a pas des choses qui restent. Elle propose à HM d'apprendre une nouvelle tâche, à savoir dessiner une étoile, mais sans regarder sa propre main, mais plutôt en regardant le reflet de sa main dans un miroir. Il faut pas mal de concentration pour faire cette tâche parce que le cerveau doit traiter l'information visuelle et motrice de façon différente que d'habitude. Bref, c'est compliqué, mais en fait, si on essaye tous les jours, 5 minutes par jour pendant 2 semaines, après on y arrive. HM commence donc à s'entraîner. Jour après jour, les traits deviennent plus lisses et les mouvements plus assurés. Après quelques semaines, il dessine des magnifiques étoiles. HM a appris une nouvelle compétence. Ce qui est absolument incroyable, c'est que HM ne se souvient pas du tout de s'être entraîné. Il ne sait plus, mais il fait encore. Si on se fie à ses souvenirs conscients, en fait l'entraînement était absolument inutile. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que l'expérience s'est transformée en compétence. Grâce au travail de Brenda Milner, des HM et de plein d'autres après eux, on parle aujourd'hui des mémoires procédurales. La mémoire procédurale est une mémoire implicite, inconsciente, qui se forme à force des répétitions et qui est activée de façon automatique dans une situation qui appelle la compétence requise. C'est le genre de mémoire qui nous permet d'apprendre à conduire, à faire du vélo, à lire, à écrire, et elle fonctionne depuis la naissance. En effet, les adultes ne se souviennent typiquement pas de leur enfance. En tout cas, pas jusqu'à l'âge d'environ 3 ans. Et même pour les années suivantes, nous n'avons que quelques souvenirs sporadiques. Prenons le cas d'un nourrisson en détresse. Il ne va pas bien, mais il ne sait pas pourquoi. Il pleure. Sa maman remarque les pleurs, elle essaie de l'apaiser, elle le met dans sa poussette. Mais les pleurs ne s'arrêtent pas. Elle lui propose du lait. Les pleurs ne s'arrêtent toujours pas. Elle le met dans le porte-bébé. Les pleurs s'arrêtent. Si ce type d'interaction se répète plusieurs fois, le bébé va commencer petit à petit à comprendre quel type de mal-être va être résolu par quel type d'interaction avec la maman. Il commencera ainsi à distinguer entre faim, sommeil, besoin de contact, etc. Ceci lui permettra de signaler de façon légèrement différente chaque type de mal-être. Donc, je ne me souviens pas de ce qui se répète souvent pendant mon enfance, mais cela reste enregistré sous forme d'habitude, des compétences, d'attente implicite. Souvent, les parents racontent « s'il pleure comme ça veut dire qu'il est fatigué. S'il pleure comme ça veut dire qu'il a sommeil. S'il pleure comme ça veut dire qu'il a faim. »
Ben ça montre aussi la compétence des parents dans le déchiffrage du cœur de l'enfant. Une alternative possible, c'est que les nourrissons en détresse ne reçoivent systématiquement pas d'attention. Dans ce cas, la compétence à apprendre est celle de savoir attendre patiemment jusqu'à quelqu'un le prenne dans ses bras, pour qu'il n'y ait pas à dépenser de l'énergie dans une tentative de communication qui s'est révélée inefficace. Mais attention, on ne veut pas dire qu'il faut répondre tout de suite, tout le temps à son enfant. Simplement, ce qu'on veut dire ici, c'est que ce qu'on fait de façon répétée avec nos petits-enfants compte. Il y a 1000 façons de faire entre toujours répondre à tout et jamais répondre à rien. Et c'est dans cette infinité des possibles qui s'est construit chaque interaction unique avec chaque enfant, tout aussi unique. Prenons un autre exemple. Imaginez un enfant qui grandit dans une famille où les choses sont toujours faites pour lui. On accorde qu'il appelle, on lui donne ses repas à la petite cuillère, on ne le laisse se déplacer seul que dans son parc. Quel genre de compétences cet enfant va-t-il développer? Dans ce cas, c'est une habitude à la dépendance et à l'anxiété qui se développe. Et il y a de fortes chances que ça se transforme en habitude implicite à craindre toujours le pire. J'ai peur, je suis pas capable, qui peut m'aider, je suis nulle. Quoi faire donc en tant que parent? Comment est-ce qu'elle peut vraiment nous aider, cette expérience de Brenda Milner? Bon, déjà, une mauvaise nouvelle, c'est qu'il n'y a pas des recettes toutes faites. Il n'y a pas quelque chose qui marche à chaque fois avec chaque enfant. Et la deuxième mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas se cacher derrière le fameux « fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais ». Parce qu'en fait, notre comportement répété montre notre cœur, nos valeurs, tellement plus que n'importe quel discours éducatif. Par contre, l'histoire de Brenda Milner nous montre que ce que nous faisons de façon répétée avec nos enfants est précieux. L'effort qu'on met chaque jour, simplement pour nous lever et répondre aux besoins des uns et des autres dans nos familles, tu ne le vois peut-être pas, mais ça porte du fruit. Pas besoin des grandes leçons de morale, pas besoin d'actes démonstratifs, pas besoin des diplômes, pas besoin des boulots impressionnants. Le gros de l'éducation est à portée de tous les parents et se passe incognito. La purée des kiwis, c'est un apprentissage. De la mettre dans sa bouche, de la garder et de l'avaler, en fait, ça prend de l'entraînement. Mon enfant va y arriver, mais il faut du temps. Alors, je m'organise. Le matin, le petit-déj, c'est en pyjama. Et le pyjama à la machine, probablement tous les jours. Je mange avec mon enfant. On ne sait jamais que ça lui donne une petite idée de comment s'y prendre. Du coup, le réveil, c'est un peu plus tôt. Et mes tendances maniaques, c'est pour plus tard. Genre quand je suis à la retraite. Et comme ça, toi et moi, on va se passer des bons petits moments le matin. Toi, tu vas t'entraîner à ton aise. On va profiter du petit déjeuner. Surtout, on va profiter l'un de l'autre. Merci Brenda. Si vous avez envie de découvrir plus des choses merveilleuses et pratiques, rejoignez-nous à la formation La Cause des familles à Lyon le 11-12 octobre et 29-30 novembre.